Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 17 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, on va retrouver Aurélie Jean à Paris. Vous la connaissez probablement parce que ça commence à être une habituée du podcast. La scientifique numéricienne frappe fort dans le paysage médiatique français avec une seconde publication et un podcast. On va parler de ça avec elle. Il y a quelques jours, Amazon lançait un centre de distribution à Montréal. On va parler avec son directeur pour parler du défi de lancer pareil endroit en temps de pandémie et concrètement aussi de savoir ce que ça va changer dans la vie de leurs clients dans la région de Montréal puis aussi au Québec en général. Jean-François Poulain nous présente Amandine Audra. C'est une jeune femme qui fait partie d'une équipe de créateurs qui repense, qui réinvente les services du gouvernement français en fonction justement des Français eux-mêmes. Je parle du groupe Beta.gouv.fr. Thierry Weber nous présente Siméon, un jeune Suisse qui s'intéresse au tourisme et à l'innovation. Patrick White s'intéresse de son côté à la crise des médias et surtout aux pistes pour solutionner la situation. Et puis Stéphane Ricoul nous ramène chez nous alors qu'il nous propose une réflexion intitulée Instagram, le nouveau e-tribunal. Juste avant de passer à mes invités et mes collègues, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Cette semaine, salutations chaleureuses à Vincent Botello, Patrick M. Lozo, Colette Bouchard, Laurence Lipen et Luc Tremblay. À vous 5, merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Difficile de ne pas parler du fameux piratage de Twitter cette semaine, alors que des dizaines de comptes certifiés de personnalités et d'entreprises ont été utilisés pour publier une arnaque à la crypto-monnaie pendant presque 2 heures. Les comptes Twitter de Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Warren Buffett, Michael Bloomberg, Jeff Bezos, Kim Kardashian, pour ne nommer que ceux-là, et du côté des entreprises Uber et Apple, invitaient pendant un moment les abonnés qui possédaient des Bitcoin à envoyer 1000 $ en Bitcoin et eux, en retour, allaient leur envoyer le double de cette somme. Évidemment, c'était pas vrai, c'était une arnaque et les pirates ont au moins encaissé la valeur de 100 000 $. Pour le moment, le FBI dit faire enquête sur le piratage et de son côté, Twitter confirme l'attaque en disant qu'ils ont été victimes d'une attaque d'ingénierie sociale qui a ciblé avec succès de leurs employés ayant accès à la plateforme et aux outils internes pour la gérer. Ce qui a permis de prendre le contrôle des comptes des victimes. Pour le site Motherboard Device, qui aurait eu accès à différents groupes de hackers en ligne, ce serait plutôt un employé de Twitter qui aurait été payé pour changer l'adresse courriel de comptes populaires pour permettre aux pirates de prendre le contrôle de ceux-ci. Depuis cette attaque de mercredi soir, Twitter ne permet plus à quiconque de publier une adresse crypto, l'équivalent d'une longue suite de chiffres et de lettres, pour éviter une seconde vague d'arnaque. 2 observations concernant cette histoire. D'abord, aucun compte de dirigeant républicain, on peut facilement penser à celui du président, n'ont été visés par cette attaque. Deuxièmement, le butin de 100 000 $. Avec autant d'accès, il est difficile à croire que les pirates n'ont pas fait plus de dommages sur le réseau. Quand on regarde ça à froid, ça ressemble plus à un test ou un avertissement de groupe de pirates informatiques ou sinon la mise en garde d'un pays. On verra bien les conclusions de l'enquête du FBI dans quelques semaines, sinon quelques mois. Enchaînons avec des nouvelles plus joyeuses. Il y a Facebook Messenger qui déploie une nouvelle fonction de partage d'écran
dans la version mobile de son service sur iOS et Android. Avec cette nouvelle fonctionnalité, lorsque vous serez en appel vidéo à partir de votre téléphone intelligent, vous pourrez montrer à vos correspondants le contenu de votre écran comme vous pouvez déjà le faire à partir de Messenger en version ordinateur. Ce partage il est possible avec 8 personnes en mode appel vidéo et avec 16 personnes si vous êtes en mode appel à partir d'une salle, ce qu'on appelle les Messenger Rooms. En passant, Facebook devrait ajouter prochainement la possibilité de contrôler qui peut partager son écran dans les Messenger Rooms. On parle aussi d'augmenter le nombre de participants à ce type de communication à 50 personnes. Ça commence à faire pas mal de monde qui verront votre écran. C'est fait, Apple vient d'ajouter de l'audio à son service Apple News. On parle de 2 offres. D'abord, on peut désormais trouver des versions audio de certains articles ou reportages de Esquire, Fast Company, GQ, Sport Illustrated, Time, Vanity Fair, Vogue, Wired et certains quotidiens comme le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. L'autre volet de cette offre audio, ce sont des podcasts produits, et je dis podcast entre guillemets, produits par Apple. Et quand je dis avec des guillemets, c'est parce que ce sont des productions audio exclusives à Apple qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Alors qu'un podcast, comme Mon Carnet, par exemple, vous pouvez l'écouter sur Apple Podcasts, mais également par Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict ou Balado Québec. Mais dans le cas de ces nouvelles productions d'Apple, elles sont uniquement disponibles dans l'environnement Apple. J'attire votre attention sur le Apple News Today, qui est un podcast, en guillemets, qui propose un résumé de l'actualité du jour. Et maintenant qu'il y a de l'audio, sachez que le service Apple News de Apple sera inclus dans le service CarPlay pour la voiture. Je conclus sur le sujet en mentionnant que ce nouveau service est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Nouvelle surprenante cette semaine de la part de l'équipementier Nokia. L'entreprise dit pouvoir faire passer 3 millions d'émetteurs 4G à la 5G par une simple mise à jour du logiciel. On a appris ça dans un communiqué, c'est arrivé comme ça. Nokia dit être capable à distance et sans rien changer dans les tours des antennes de faire passer le réseau de 4G à 5G, comme ça par une simple mise à jour. Et là, on parle dans certains pays de milliers, sinon de millions d'antennes 4G. Et si c'est vrai, ça permettrait aux opérateurs téléphoniques d'économiser des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards dans certains cas. Avec cette mise à jour logiciel, Nokia dit vouloir faire migrer au total 9 millions d'antennes 4G vers la 5G d'ici la fin de l'an prochain chez plus de 359 opérateurs téléphoniques répartis à travers le monde. Toujours dans le communiqué de Nokia, l'entreprise est capable immédiatement de faire la mise à jour sur 1 million d'antennes. Ensuite, il y aurait 3 millions d'antennes d'ici la fin de l'année qui pourraient être mises à jour. Et puis, il y a 5 millions d'antennes qui pourraient l'être l'an prochain pour un total de 9 millions. Pour mettre ça en contexte, à Montréal, on retrouve 1200 antennes pour la couverture du 4G. Avec un déploiement traditionnel de 5G, on parle plutôt de 40 à 60 000 antennes. Alors, vous voyez tout de suite l'économie d'échelle avec cette approche de Nokia. Pour le moment, le seul inconvénient qu'on peut voir avec cette approche, c'est l'absence de vraies, en guillemets, antennes 5G qui permettraient l'émission d'ondes millimétriques, ces ondes ultra rapides, mais à très courte distance, qui permettent vraiment de profiter des meilleurs débits offerts par la 5G. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, mis à part de passer de la 4G à la 5G, c'est que cette mise à jour logicielle permettrait aussi aux antennes d'offrir encore le service 4G aux consommateurs qui ont ce type d'appareil, soit la majorité d'entre nous. Au Canada, pour le moment, seul TELUS a annoncé avoir choisi Nokia comme équipementier pour son réseau 5G. Alors, j'ai hâte de voir s'ils feront le saut plus rapidement que les autres joueurs pour offrir la téléphonie 5G à l'ensemble du pays et à quel prix.
Google travaille fort pour livrer une nouvelle version de son application Gmail dans quelques mois. La stratégie de Google est simple, faire de Gmail, version professionnelle, le point d'entrée vers ses autres outils de communication. Donc, pensez évidemment au courriel, on parle de Gmail, mais également à la vidéoconférence et à la messagerie instantanée. L'idée étant qu'en un seul clic, à partir de la page d'accueil de l'application Gmail, l'utilisateur peut accéder à tous les services de messagerie pour entreprise de Google. Parlant de vidéoconférence et de Google, son application Google Meet a doublé son nombre d'installations en 50 jours et aujourd'hui, Google Meet a passé le cap des 100 millions d'utilisateurs. Initiative intéressante qui provient du Japon. Il y a le gouvernement qui a décidé de prendre le problème des anonymes de l'Internet au sérieux et va lever l'anonymat dans le cas des cyberharcèlements. Il faut dire qu'au Japon, il y a un haut taux de suicides qui sont liés au cyberharcèlement, ce qui pousse le gouvernement japonais à être vraiment proactif maintenant. Désormais, pour qu'ils soient tenus responsables de leur acte, le gouvernement va autoriser la levée de l'anonymat des cyberharceleurs. Dans ce contexte, tous les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux doivent être prêts à communiquer les données personnelles. Alors là, on parle de l'adresse IP, le numéro de téléphone et l'identité complète des gens lors d'une poursuite devant la justice. Et je parle de la justice parce que là, on parle vraiment d'une loi qui a été passée par le gouvernement japonais. Donc maintenant, les victimes disposent d'un recours légal en cas de harcèlement grave. Du côté de la population en général, selon un sondage sur le sujet, 87% de la population approuverait cette réforme. Alors voilà qui va peut-être inspirer des législateurs ailleurs dans le monde et qui sait, peut-être ici. Alors qu'on parle depuis un moment de Zoom fatigue, que les gens en ont ras-le-pompon de s'asseoir devant leur ordinateur personnel pendant un moment pour vidéoconférencer, permettez-moi le verbe, avec collègues, connaissances, amis ou membres de la famille, eh bien Zoom vient de présenter une alternative. Cette semaine, l'entreprise a présenté sa nouvelle solution Zoom for Home. On parle ici d'un dispositif, un moniteur avec caméra et micro spécialement dédié à la vidéoconférence pour $600. L'appareil offre un écran de 27 pouces, 3 caméras et 8 microphones. L'idée étant ici d'avoir un écran dédié à la vidéoconférence comme dans certains bureaux qu'on installe à la maison où on veut et pas nécessairement dans son espace de travail. Sachant qu'aujourd'hui, Zoom compte plus de 300 millions d'utilisateurs, que depuis le début du confinement, le télétravail est devenu le nouveau normal et que selon un sondage de IBM, 81% des personnes interrogées souhaitent continuer à travailler à distance, même après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. On peut croire qu'il y aura un marché pour ce type d'équipement de vidéoconférence maison. L'appareil sera en vente à compter du mois d'août. Et je termine avec deux nouvelles très montréalaises. D'abord, il y a le Palais des Congrès de Montréal qui lance Palais Média Propulsion, un nouveau studio de production audio et vidéo pour répondre aux besoins des congrès du futur. Mais si je vous en parle, c'est que c'est également un lieu de production ouvert pour la production numérique pour qui cherche un lieu de production petit, grand ou immense. Et on parle d'un studio de création de contenu audio et vidéo disponible autant pour la diffusion en direct ou le en différé. Selon les besoins, les installations seront offertes avec ou sans le personnel de production et on parle même de forfait de production clé en main. Dans son offre de service, le Palais des Congrès de Montréal parle de réalisation de balado-diffusion, d'enregistrement d'entrevues, de captation de contenu sur place et de création de capsules spécialement conçues pour les médias sociaux. Alors, si ça vous intéresse, vous allez faire un tour sur le site du Palais des Congrès.
Autre nouvelle en provenance de Montréal cette semaine, c'est l'ouverture du centre de distribution d'Amazon dans la région de Montréal, à Lachine plus précisément. Et ils ont inauguré leur activité cette semaine avec une première commande, un ensemble de jeux de garage Rooftop Race de Hot Wheels. Ça a été le premier produit qui a été envoyé de ce centre de distribution. Au cours des prochaines semaines, le nouveau centre d'expédition continuera d'augmenter ses activités jusqu'à ce qu'il soit entièrement opérationnel. Et à ce moment-là, le centre devrait compter plus de 300 employés. Et là, on parle d'ici quelques mois. Là. Les installations de la chaîne constituent le 13e centre d'expédition d'Amazon au Canada. Pour parler de ce nouveau centre de distribution d'Amazon à Montréal, j'ai parlé un peu plus tôt à son directeur, Jean-François Héroux. Jean-François Héroux, bonjour. Bonjour. Déjà, de lancer un centre de distribution, c'est une tâche gigantesque. Quand on lance un centre de distribution dans un contexte de pandémie, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une formation virtuelle, contrairement à l'habitude, qui est plus sur le site. Donc, on a vraiment tous les gestionnaires, normalement, ont une formation avant de lancer le site pour qu'on soit prêt à accueillir les associés. Donc, on a dû faire preuve d'une grande agilité parce que la situation, la pandémie a été déclarée pendant notre formation. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Moi, dès que j'ai senti un risque pour mes employés, on a décidé en une journée de tout renvoyer le monde chez eux, de développer un programme virtuel pour être en mesure de donner la formation, de transmettre le savoir. Et juste vers la fin, lorsqu'on a vu que le déconfinement débutait, on a regardé le site, la construction avait repris, on avait plus une idée du risque, des mesures nécessaires pour protéger les employés. Et à ce moment-là, lorsqu'on a, avec cette évaluation du risque, on a décidé de retourner pour quelques semaines juste pour avoir l'expérience pratique. Et on est allé, donc la procédure, c'est d'aller à un autre site qui est au Canada. Donc, on a fait cela et ça nous a permis de nous préparer pour le fameux jour du lancement qui fut le 5 juillet. Bien justement, on parle donc du lancement là, du centre de distribution, mais vous, ça fait quand même un moment que vous travaillez sur ce dossier-là. Comment on prépare la venue d'un centre comme ça? Mais il y a toute une équipe Amazon il lance plusieurs sites par année. Donc, il y a une équipe spécialisée avec toute une procédure à suivre, différents groupes qui s'occupent de chaque partie. Donc, c'est géré comme un méga projet. Donc, c'est comme ça que c'est géré. Chaque équipe a sa liste de vérification, ses tâches, et ça permet d'amener le lancement avec succès à la fin. Donc, ça couvre que ce soit la construction, que ce soit au niveau de la technologie de l'information, que ce soit au niveau juste de la conception, il y a de la santé-sécurité. Il y a tous ces départements-là qui ont des équipes dédiées au lancement. Et c'est seulement ça qu'ils font. Donc, et nous, au niveau opération, on a aussi nos propres lignes directrices qui sont suivies et comme tel un projet, on suit chaque étape au fur et à mesure pour s'assurer que tout est aligné pour la date du lancement. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour un client d'Amazon d'avoir un centre de distribution dans la région de Montréal? D'être plus près, la proximité va rendre ça plus une possibilité d'aller peut-être réduire les délais de livraison. Court terme, la première étape, c'est de stabiliser les opérations, s'assurer qu'on comprend bien nos capacités et ce qu'on peut offrir aux clients. Donc, parce qu'on ne veut jamais offrir quelque chose et ne pas être capable de le livrer. Donc, la première étape, c'est vraiment commencer avec prudemment, voir de laisser nos opérations devenir plus matures. Et ensuite, les gens qui sont en charge de ça vont prendre les décisions, voir quels services vont être offerts aux clients de Montréal. Et côté emploi, je sais que vous avez fait une grande opération pour aller chercher des gens pour travailler avec vous, mais est-ce qu'il y a toujours du recrutement qui se fait du côté du centre de distribution? Oui, au niveau des associés, c'est toujours en cours. En fait, on a un plan pour se rendre à peu près environ 300 employés pour la période d'avant les fêtes, donc qui va être ce qu'on appelle le pic ou le maximum de demandes qu'on pense recevoir. Donc, il y a toujours moyen d'appliquer. En ce moment, il y a une belle effervescence. On n'a pas de difficulté à remplir les postes qui vont pour les prochaines vagues d'embauche. Donc, ça, c'est une belle chose. C'est toujours une opportunité qui existe. Alors pour vous, en terminant, quand vous regardez les semaines et les mois à venir, évidemment, on est dans un contexte un peu particulier, mais où vous voyez des moments clés dans l'évolution du centre de distribution pour Montréal? En ce moment, le seul moment clé, c'est qu'on va ouvrir le corps de nuit pour l'expédition plus tard en août. Sinon, je pense que le plus grand test va être lorsqu'on va entrer dans la période de pointe avant les fêtes, qui va être là où on va pouvoir voir toute notre préparation, si ça a
donner les résultats escomptés. Et je suis pas mal confiant que ça va le faire, mais il faut travailler fort pour s'y rendre. Donc, les Prime Days devraient vous occuper à un moment donné. Oui, ça, j'ai pas eu de nouvelles encore là-dessus, mais c'est sûr que je m'attends pour le pic des fêtes, on va sûrement être occupé beaucoup. Donc, on se prépare pour que c'est sûr que tout soit bien rodé et que les gens soient bien en place, soient bien formés pour pouvoir livrer à temps aux clients et qu'on puisse remplir nos promesses. Jean-François Héroux, directeur du nouveau centre d'expédition d'Amazon à la Chine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Parfait, je vous remercie. On se rend maintenant à Paris rejoindre mon invité de la semaine, Aurélie Jean. Elle a une grosse actualité pour elle. Il faut croire qu'elle n'a pas chômé pendant le confinement. La scientifique numéricienne propose une seconde publication intitulée « L'apprentissage fait la force » dans la collection « Et après » chez l'Observatoire et un tout nouveau podcast en exclusivité chez Magellan. On va la rejoindre à l'instant. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour Bruno. Aurélie, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était au début du confinement. Oui. Des mois plus tard, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Tout va bien. J'ai beaucoup travaillé et j'attends la pause estivale avec impatience. Beaucoup travaillé, je pense que c'est peu dire, hein? Parce qu'entre-temps, il y a un essai qui a été publié, il y a une série de podcasts qui vient d'être publiée. Allons-y là dans l'ordre. Au mois de mai, il y avait un essai, L'apprentissage fait la force, qui est sorti dans la collection et après chez l'Observatoire. Aurélie, je me trompe ou quand je lis ça, j'ai l'impression de lire un plaidoyer pour, et là, je balance tout, là, l'apprentissage, l'ouverture, la curiosité, la responsabilité individuelle et la réinvention. Oui, ouais, c'est très joliment dit, je te remercie. Oui, absolument, en fait, c'est un plaidoyer pour cette notion d'apprendre, encore et toujours, d'apprendre peut-être différemment dans des conditions extraordinaires et selon une méthodologie qui est la méthodologie scientifique que j'explique dans ce petit essai. Et puis cette force aussi d'aller mettre en avant les initiatives individuelles pour le bien collectif et cette réinvention dont tu parles que j'aime beaucoup, qui est de dire voilà qu'on peut tout faire, qu'on peut faire plein de choses en tout cas, et que ce confinement et cette crise, malgré les conditions difficiles et anxiogènes, ont révélé certaines capacités, compétences et envies chez beaucoup de gens. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. En lisant le texte, moi, j'étais curieux de te poser la question parce que tu soulèves, et pour ça que je voulais parler de réinvention, là, que on peut penser à l'après qui nous permet tout à quelque part. Mais toi qui es déjà dans tout, est-ce que tu as l'impression que cette pandémie-là t'a permis et te permettra de encore te réinventer? Écoute, alors moi, pas tant que ça, paradoxalement, parce qu'en fait, je fais déjà tellement plein de choses qu'en fait, je le vois pas forcément chez moi. Je l'ai vu éventuellement dans la manière dont on interagit dans notre équipe, la manière dont on travaille, et surtout cette capacité à donner encore plus de liberté aux gens de l'équipe, aux stagiaires, aux juniors, pour justement qu'ils puissent eux-mêmes se réinventer, en tout cas trouver des compétences qu'ils ne connaissaient pas encore chez eux, parce que dans le cadre de cette crise et de ce confinement, tu es obligé de travailler en agilité, tu es obligé de donner confiance encore plus aux gens individuellement dans une équipe, parce qu'en fait, parce qu'il faut que les choses se fassent, il faut que les choses se fassent dans l'urgence, il faut qu'on réponde à des besoins auxquels on n'avait jamais répondu avant. Et moi, je crois beaucoup en fait à la liberté des uns et des autres pour qu'ils puissent se développer. Après, c'est davantage dans mon entourage, dans ce que j'ai pu voir, entendre et dans toutes les classes sociales d'ailleurs, hein, c'est important de dire, parce que souvent, lorsque je dis voilà, les gens se réinventent, se trouvent des compétences, font plein de choses, les gens me disent oui, mais vous touchez une petite catégorie de la population. Moi, je pense pas, parce que je donne souvent cet exemple, mais j'ai un ami aux États-Unis qui est manager d'une boutique de vêtements de retail à Los Angeles, et qui, durant ce confinement, il a dû arrêter de travailler. Et en fait, il s'est lancé dans une chaîne YouTube pour mettre en avant sa collection de pièces, parce qu'il est collecteur de pièces, parfois très anciennes. Et à travers cette chaîne YouTube, il a justement commencé à parler de l'histoire de ces pièces. Et pourquoi je donne cet exemple? Parce que un jour, je lui ai dit, parce qu'il a beaucoup de followers, ça a très bien marché, et je lui ai dit, donc il s'appelle Mathieu Méchin Cowens, et je lui ai dit, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais tu contribues à l'économie du divertissement en faisant ça.
et ils l'avaient jamais vu comme ça. Et donc, en fait, il y a plein de gens autour de moi qui se sont mis à soit prendre des initiatives au sein de leur propre entreprise, en tant qu'employé, tu vois, pour essayer d'aller vers d'autres compétences, pour prendre en charge de nouvelles responsabilités, etc. Ou alors carrément des gens qui ont utilisé le confinement aussi pour aller plus loin soit dans des projets entrepreneuriaux qu'ils avaient mis de côté, soit des projets personnels de bénévolat et plein d'autres choses. Et je pense que c'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose que les gens puissent développer des projets intra ou entrepreneuriaux dans leur vie, quoi. Je te lance aussi sur le fait que quand on lit ton essai, il y a une partie qui est réservée à l'application Stop COVID. Ça m'a fait sourire en lisant ça. Finalement, si j'ai bien compris, ben ils ont peut-être mal commencé leur histoire quand ils ont pensé à cette application-là, en commençant par peut-être avoir choisi le mauvais nom. Oui, et tu vois, le fait que tu utilises la phrase, ils ont peut-être mal commencé l'histoire, c'est très anglo-saxon et j'adore ça. Le côté de dire, bah, l'histoire compte. Tu vois, la manière dont tu abordes un sujet compte parce que c'est la posture dans laquelle tu vas être toi pour aborder le problème. Et le non stop Covid, moi, me gêne parce qu'en fait, une application ne peut pas stopper un virus. Tu vois, une application va aider, va soutenir, va accompagner, mais ne peut pas stopper seul un vaccin ou un médicament peut stopper un virus. Et donc le terme, et c'est vrai, me gêne un peu, mais au-delà de ça, en fait, c'est vrai que j'utilise Stop Covid pour montrer en fait à quel point nos dirigeants politiques et économiques, mais là c'est vrai que c'est plutôt politique, en fait, par manque de culture scientifique aussi, s'approprient peut-être mal les mots, les sujets, et du coup le communiquent mal auprès des gens. Et je pense que ça joue beaucoup contre le niveau d'adoption d'une technologie, quelle qu'elle soit, venant de l'État. Et d'ailleurs, je me permets de faire la comparaison avec l'application au Canada, qui a été Mhm. menée entre autres par Joshua Benjo et toute une équipe, et qui, selon moi, a été bien mieux euh, communiquée, tu vois, avec un très très bel article d'ailleurs coécrit par Joshua Benjo sur l'utilisation de la data, sur comment l'application fonctionne, sur comment elle fonctionne au jour le jour pour les gens, etc. Et je trouve qu'il y a une différence profonde en termes de confiance envers les scientifiques et de comment les dirigeants politiques s'entourent des scientifiques pour pouvoir aborder ces sujets. Et je trouve qu'en voilà, c'est en France, je le dis assez ouvertement dans l'essai, hein, tu as dû le lire, c'est que je pense que pardon, le lapsus, nos dirigeants politiques en fait n'ont pas de culture scientifique et on en paie le prix en fait. Autant dans la vision du pays sur les sciences et les technologies que dans des cas de crise comme on a vécu avec la crise du Covid et qu'on vit toujours d'ailleurs. Hein. Que ce soit tant sur l'application Stop Covid, mais aussi sur le grand débat sur la chloroquine qu'on a eu en Europe et que vous avez eu aussi au Canada ou aux États-Unis. Je trouve ça intéressant ta réponse parce que quand j'ai lu ton essai, j'y sentais un plaidoyer sur différents thèmes, l'apprentissage, l'ouverture, la réinvention. Ce que j'ai senti à la fin, quand j'ai terminé la lecture de l'essai, c'était un plaidoyer pour la science, faire confiance, et tu viens de le dire, faire confiance aux scientifiques et aux sciences. Oui, et en fait, tu vois, c'est marrant parce que je commence avec les sciences et je finis avec les sciences dans cet essai. Et j'ai fait exprès, en fait, de m'éloigner un peu des sciences au milieu pour faire sentir aux gens, en fait, que les sciences sont partout et que la méthodologie scientifique qui consiste à l'observation, l'expérimentation, l'usage de la théorie et le raisonnement logique, qui sont les 4 piliers de la méthode scientifique, peuvent être utilisés dans tous les sujets. Et donc, c'était bien pour moi d'encadrer l'essai avec les sciences. Et comme tu l'as très bien senti, en fait, c'est vraiment un plaidoyer pour les sciences, pour l'apprentissage scientifique, pour la méthode scientifique, pour raisonner, pour mieux résoudre des problèmes, pour mieux approcher les grands sujets, pour développer son esprit critique. Et je pense que cette crise, en fait, a beaucoup affaibli la confiance qu'ont les citoyens et les dirigeants dans les sciences, ont beaucoup affaibli aussi euh, tout simplement l'esprit critique parce qu'on vivait, tu sais, en confinement, on a vécu quand même dans une période, même encore aujourd'hui, même si on n'est plus confiné stricto sensu, mais on a quand même un niveau de stress assez élevé. On est plus facilement renfermé dans sa bulle. Donc c'est voilà, c'est pas mal de choses qui affaiblissent notre esprit critique. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de lire et surtout que c'est une petite plaquette, hein, ça se lit C'est très vite. rapidement.
Donc, je rappelle le titre, L'apprentissage fait la force dans la collection et après, une belle collection pour réfléchir à ce qui nous pend au bout du nez, mais ça sera selon ce qu'on veut faire, nous, comme individus. C'est publié chez l'Observatoire, c'est disponible en ligne. Aurélie, je peux pas t'avoir au bout du fil comme ça et ne pas te parler de ta série de podcasts qui est disponible maintenant en exclusivité chez Magellan. Ça s'appelle Algopop. C'est quoi l'idée derrière ça? Écoute, alors l'idée, c'est Mathieu Gallet, donc qui dirige Magellan, qui a cofondé Magellan, donc qui est un très bon ami et qui m'a parlé il y a un an justement de cette idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme série pour Magellan autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de la data, pour que les gens puissent enfin comprendre ce que c'est. Et en fait, donc ça a mis du temps voilà, à naître. Et en fait, l'idée est assez simple, mais assez séduisante, je trouve. L'idée, en fait, c'est de partir. Donc moi, on fait le pari. C'est que Algopop, c'est donc, comme le nom l'indique, l'idée, c'est de transformer la science algorithmique en une culture pop, donc une culture populaire. Et comment c'est possible? À travers cette série de 6 épisodes, où dedans, en fait, l'idée, c'est d'utiliser les films et les séries de science-fiction et d'anticipation que j'aime. J'ai mis que les séries et les films que j'aimais, j'avoue. Parce que j'ai aussi cherché, j'ai joué le rôle de documentaliste. Donc j'ai pris tous les films de science-fiction et les séries d'anticipation donc que j'aimais. Et chaque épisode approche un concept scientifique ou technique lié aux algorithmes et à l'intelligence artificielle. Et le fil rouge de cet épisode, c'est toujours un film ou une série dans lequel ce concept scientifique et technique est abordé. Et en fait, j'utilise tout l'épisode en faisant parfois des références à des livres, à des extraits de livres, à des documentaires, à d'autres séries. Et j'explique en fait aux gens ce que les algorithmes peuvent déjà faire et ce qui est décrit dans le film, ce qu'ils ne peuvent pas encore faire mais ce qui est déjà décrit dans le film, et ce qu'ils ne feront peut-être jamais, sûrement jamais, et ce qui est aussi décrit dans le film. Et en fait, c'est très intéressant parce que dans les films auxquels je fais référence, tu as Matrix, 2001 Odyssée de l'espace, Minority Report, des choses comme ça, tu as ou des séries comme les séries de Black Mirror. Et par exemple, pour Minority Report, c'est intéressant parce que dedans, donc je sais pas si tu vois le film, Bruno, mais c'est un film dans lequel en fait les policiers utilisent des prédictions et arrivent à prédire quel potentiel criminel va commettre un crime dans le futur et l'arrête et le condamne avant même que le crime soit commis. Et en fait, j'explique aux gens, vous savez, vous pensez que ça n'existait pas, et en fait, ça existe, ce genre de technologie, pas la Minority Report, c'est un peu différent, mais ça existe. Ça s'appelle l'outil Predpol, qui a été développé à l'université de Los Angeles et qui a été utilisé pendant longtemps par la police de LA et qui vient de s'arrêter là le 22 avril 2020. Et donc c'est intéressant parce que j'utilise les films et les séries pour développer, pour expliquer aux gens des concepts techniques et scientifiques. Et je trouve ça, moi j'adore en fait, je suis très cinéphile, donc j'ai pris un malin plaisir à revoir tous les films et les séries durant le confinement. Et par la bande, c'est une pierre de plus au mur de la vulgarisation scientifique. Exactement. En fait, c'est vraiment, en fait, tu vois, ce que j'aime beaucoup c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'idée de Mathieu, et de toute son équipe, c'est qu'en fait, il y a plusieurs manières, plusieurs vecteurs de vulgarisation. Tu peux écrire, tu peux parler, tu peux dessiner, et puis tu peux aussi faire une série pour un podcast. Et du coup, c'est vrai que c'était pour moi un exercice intéressant parce que je l'avais jamais fait. C'était de concevoir, d'écrire une série de vulgarisation scientifique à travers un angle un peu différent. Et c'est vrai qu'on aurait pu, tu vois, j'aurais pu faire une série en prenant un concept par épisode et en expliquant le concept de manière très professorale, tu vois. Et en fait, je me suis dit non, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus. Enfin, on s'est dit non, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus rigolo. Et en fait, d'utiliser les films et les séries, je trouvais ça drôle parce que tout le monde me fait référence. Tu vois, lorsque les gens me parlent, me disent souvent oui, dans Black Mirror, on a vu ça, oui, dans Matrix, il se passe ça. Et en fait, je vois bien que les gens font référence aux films et aux séries. Donc, je trouvais que c'était intelligent de passer par là pour leur expliquer les choses. Qu'est-ce que le podcast te permet de faire? En fait, il permet. Moi, tu sais, j'adore la voix. Je suis pas en fait, paradoxalement, je suis pas très très à l'aise à la télé. Enfin, c'est pas un média, tu vois. J'en ai fait pour mon livre et tu vois, je me suis forcée à le faire, mais c'est pas quelque chose qui me met forcément à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise en fait par la voix. Et en fait, je pense que la voix a un pouvoir énorme. Je veux dire, bon, après, je suis une fan de podcast, donc je suis peut-être un mauvais exemple parce que je consomme du podcast à outrance. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu touches pas les mêmes personnes, en fait. Et même si tu touches les mêmes personnes, tu touches pas ces mêmes personnes au même moment de leur journée.
C'est-à-dire que les gens écoutent des podcasts sur leur chemin vers leur travail, sur leur chemin vers le cinéma ou vers un restaurant ou lorsqu'ils se déplacent de manière générale. Et donc, en fait, tu écoutes pas de la même manière. Et donc, c'était un moyen, je me suis dit, de toucher des gens différents et de toucher les mêmes personnes, mais à des moments différents. Et donc, ils vont peut-être assimiler différemment les choses. Parce qu'on sait qu'on assimile différemment les choses en fonction de ce qu'on fait et d'où on est. Donc je trouvais ça intéressant et puis aussi d'un point de vue très égoïste, c'est que je trouvais ça intéressant l'exercice pour moi de me dire est-ce que je vais arriver avec quelques épisodes et à garder l'attention des gens et à les exciter en leur parlant d'algorithmes. Donc c'était un challenge quand même, hein. Est-ce que c'est déjà prévu le nombre d'épisodes que la série aura? Oui, bah alors en fait, tout à fait. Premier épisode, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Je parle du point de singularité technologique. Parce que dans 2001, Odyssée de l'espace, il y a cette scène très connue où l'intelligence artificielle embarquée refuse d'ouvrir la navette à Frank, qui est l'un des astronautes. Donc je parle de ça. À un moment, il y a un épisode sur Matrix où en fait, je parle de Matrix quand je parle de l'importance du choix, du libre arbitre. Parce que dans Matrix, en fait, pour les gens qui se souviennent peut-être, dans Matrix, en fait, les machines prennent le contrôle des hommes et les hommes n'ont plus le choix de leur destinée et de leur vie, puisqu'en fait, tout est contrôlé par la matrice qui fait naviguer leurs esprits dans un monde parallèle. Et puis, il y a d'autres épisodes, par exemple le film Her, dans lequel, en fait, je pars de cet épisode pour parler d'un phénomène en intelligence artificielle qui s'appelle l'effet Elisa, qui est un sentiment spontané d'émotion envers une machine qui aurait des caractères anthropomorphiques proches de l'humain. Après, il y a un autre épisode, Nosedive, qui est un épisode de Black Mirror dans lequel je parle en fait du social scoring et des algorithmes de scoring. Là, la série est à 6 épisodes. Est-ce que tu as le goût de poursuivre et d'aller nous présenter d'autres théories qui sont appuyées par des films? Bah écoute, oui, en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que on aurait pu continuer et faire 10, 20 épisodes tellement qu'il y a de concepts à expliquer et tellement il y a de films et de séries en fait. On s'est dit qu'on allait faire 6 pour le débuter parce que c'est quand même une série, enfin ça demande un peu d'engagement aussi de la part des gens parce qu'il faut bien écouter, tu vois. Ouais. Donc on voulait pas faire peur en disant on va avoir 10 séries, 10 épisodes, tu vois, les gens vont dire oh là c'est beaucoup trop. Donc on a commencé avec 6 et puis bah écoute, on verra si le pari qui était de transformer la science algorithmique en une culture pop, si ça a fonctionné et si oui, bah on se lancera peut-être dans d'autres épisodes, on verra quoi. Aurélie Jean, animatrice de Algopop, la série en exclusivité chez Magellan. Et aussi, je le répète, ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour s'asseoir et lire L'apprentissage fait la force, qui est paru chez l'Observatoire. C'est disponible en numérique, en ligne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler comme ça, Aurélie. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et Merci Bruno. je te souhaite une bonne suite dans tes activités. Merci Au à revoir. toi. On reste en Europe et on se déplace en Suisse où Thierry Weber nous attend avec son invité. Thierry, cette semaine, nous propose une rencontre avec Siméon, un jeune Suisse qui s'intéresse au tourisme et à l'innovation. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Cette semaine, je suis très content parce qu'effectivement, non seulement on va parler de Suisse, mais on va parler de tourisme, on va parler d'innovation et on va parler de jeunes entrepreneurs. Cette semaine, je viens avec un invité. Bonjour Siméon. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Si tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi en quelques mots? Alors, je suis un jeune étudiant à la Team Academy de l'HESSO de Sierre, en Valais, en Suisse. Qu'est-ce que c'est la Team Academy? C'est un système qui permet d'apprendre à devenir entrepreneur. Donc, on a certaines compétences qui doivent se développer dans plusieurs projets. Et donc, on va parler d'un de ces projets. La Team Academy, c'est un des trop rares exemples ici en Suisse parce que c'est le Valais qui a initié cette aventure qui nous vient du Danemark. Vous avez effectivement lancé une espèce d'innovation en matière de formation. Je dis vous, les étudiants, mais aussi les écoles, la HES, puisqu'effectivement, vous n'avez pas de prof. C'est un système où, en fait, l'auto-évaluation, le travail en communauté est mis à rude épreuve. Comment ça se passe de ton côté d'attaquer des études comme ça? Alors, c'est très disruptif. Ça n'a rien à voir avec des études standards.
Et c'est effectivement, donc on est plongé dans le bain directement, c'est de l'autogestion, de l'autodiscipline, de l'apprentissage avec les pairs. Et on a des coachs donc, qui chapeautent un peu tout ça, qui nous donnent quand même un certain cadre. Et ensuite, on peut donc se balader dans ce cadre et apprendre au mieux avec le learning by doing, comme on dit. Et en plus, vous êtes dans le vif du sujet en attaquant de véritables projets. On va en parler là tout de suite. En quelques mots, en quoi elle consiste? Alors, on est 4 en tout, donc 4 étudiants de la Team Academy. Et on est une jeune équipe dynamique qui a mis un projet en place qui est un service de location de trottinettes électriques qui a un aspect touristique supplémentaire dans lequel ça marche assez comme un service standard. Mais l'ajout supplémentaire, c'est que c'est vraiment d'un point A à un point A. Donc, c'est une boucle. Et dans cette boucle, on va avoir des points d'intérêt dans les villes sur lesquelles on sera implanté. Et ces points d'intérêt, donc à chaque emplacement, ils vont avoir la petite histoire. Et ça permettra donc de découvrir la ville avec plusieurs tours. Par exemple, un tour gastronomique ou alors un tour plus les monuments de la ville ou des choses comme ça. L'idée d'associer ce véhicule au tourisme, ça vient du fait que tu étudies à la HSSO à Sierre, qui est une des filiales en Suisse sur le tourisme avec les Grisons, ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est plus venu d'une idée de groupe. Donc, d'abord, c'était Léonard Pestalozzi et Luca Ferrari qui ont eu cette idée. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas assez bien leur région. Et il y avait ce mouvement de trottinettes électriques à ce moment-là. Et donc, les deux idées se sont mises ensemble pour créer donc, le projet Wheel. Et nous, ensuite, on a intégré le projet avec Tanguy Vibus. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. C'est sur cette partie, cette USP, comme on l'appelle, donc Unique Selling Point, qui nous permet vraiment de ne pas juste amener un moyen de transport, mais vraiment une expérience et quelque chose qui peut aider aussi les communes à faire du tourisme local et pas seulement du tourisme externe. Oui, et puis en plus, on est bien loin du système de ces fameuses trottinettes qu'on laisse traîner un peu partout et puis qui posent problème à certaines villes. D'ailleurs, vous avez eu une idée que je trouve vraiment très, très futée. Vous avez des ambassadeurs de marque pour embarquer justement l'usage de ces trottinettes, puisque, si j'ai bien compris, elles seront mises à disposition dans des hôtels. Exactement. Donc, ça vient premièrement de la partie qu'on est en développement, qu'on est une start-up et qu'on n'avait pas les moyens financiers pour mettre des bornes directement. Nous, on est parti des points négatifs des autres services et on a vraiment essayé de les améliorer. Ceci passait par mettre des endroits stratégiques, uniques, sur lesquels on pouvait verrouiller et venir chercher les trottinettes. Et donc, en réfléchissant un peu, les hôtels sont tout de suite venus dans notre tête parce que, bien sûr, c'est des points bien placés, généralement dans les villes, premièrement. Et en plus de ça, pour la partie touristique, c'est là où il y a la masse touristique qui vient séjourner. On est aussi donc beaucoup en collaboration avec l'Office du tourisme pour justement créer ces tours, mais également en discussion pour qu'ils aient certaines trottinettes à des emplacements stratégiques aux offices du tourisme. Vous en êtes où maintenant pour l'avancée de ce projet? Là, on est au mois de juillet. Sauf erreur, ça va bientôt démarrer. Vous avez déjà passé la période de test, vous êtes en plein dedans. Quel est l'agenda pour la suite? Alors, on est en plein dedans. Donc, on va commencer notre phase test donc le 16 juillet. On va lancer des tours donc, de test où on va nous-mêmes faire le guide parce que donc l'application n'est pas encore complètement développée. Donc, on va tester plusieurs manières. Ça va nous permettre de tester plusieurs tours, savoir lesquels plaisent le plus, mais également de recevoir le feedback des clients à la fin. Donc, que ce soit sur l'utilisation de la trottinette, sur les explications qu'on a données, sur le tour, sur le temps du tour, etc. Donc, plein de choses importantes pour nous qui nous permettront donc de mettre en place et de lancer le projet réellement avec le maximum d'informations et de le faire avec les inputs des réels clients. Avant-dernière question. On rappelle pour la petite histoire pour les auditeurs de Mon Carnet qu'effectivement, ces trottinettes fonctionnent avec une application. C'est le complément de ce guide touristique motorisé. Par rapport à la gamme de prix, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de tarif? Puisqu'effectivement, là, c'est une sorte de guide touristique motorisé qu'on emporte dans sa poche. Sur quel prix il vous faudra compter pour l'utiliser, ce système? Premièrement, nous, on va partir sur un système standard, donc c'est du minutage, donc c'est selon le nombre de minutes qu'on utilise, donc selon le temps qu'on prend sur le tour, et on va partir sur un tarif de 10,50 francs la demi-heure. Donc ça veut dire que c'est 21 francs l'heure, et
nous, on essaie généralement de faire des tours qui sont justement dans cette gamme-là, donc 1 heure ou moins. Et ça permettrait donc, avec 21 francs, de pouvoir visiter la ville et de passer une agréable expérience. On se réjouit de tester tout ça, puisqu'effectivement, en période de Covid, le tourisme suisse par les Suisses, c'est peut-être pas une mauvaise idée de repartir à l'aventure. Dernière question, Simon. Je reviens sur cette école, sur cette Team Academy, puisqu'effectivement, j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs de tes collègues avec des années précédentes. J'ai eu la chance d'avoir été un coach pour certaines QV. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans un tel cursus? On rappelle, Team Academy, un concept danois où en fait il n'y a pas de prof, les étudiants s'auto-évaluent et surtout apprennent l'entrepreneuriat et montent de véritables projets, puisque vous avez même des sources de revenus pour certains d'entre vous dans les projets que vous initiez. C'était quoi le kick de départ pour toi de te lancer à suivre une école pareille? Alors moi, mon rêve a toujours été d'ouvrir mon entreprise, mais moi, c'est toujours quelque chose donc, qui m'a plu. C'est peu importe le domaine, ce qui me plaît, c'est de lancer des projets. Dès qu'on a une idée, on se lance et c'est peu importe le domaine. Et après, on trouve les sources et les ressources pour mener à bien ce projet. Très, très bien. Si jamais vous voulez en savoir plus, tapez Team Academy, HESSO, Valais-Vallis. Vous allez trouver tout ça sur Google. Et puis pour Will, on trouve tout ça sur quel site? Alors, sur le site d'internet will.ch et autrement, on est beaucoup aussi impliqué dans les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram, également will.ch. Avec une orthographe bien précise. WIIL.ch. Merci beaucoup Simon et surtout bien du plaisir avec ce nouveau projet très prometteur. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant. À très bientôt, merci beaucoup. On revient au pays, autour maintenant de Patrick White qui se penche cette semaine sur la crise des médias, mais surtout sur les pistes pour solutionner la situation. Cette semaine, je vous parle de la crise des médias au Canada et ce serait quoi les pistes de solution pour s'en sortir à court et moyen terme dans un contexte de COVID-19. J'ai publié jeudi un texte d'opinion dans le journal La Presse et j'aimerais l'expliquer davantage pour vous. Bien évidemment, la crise des médias dont on parle, elle dure depuis 30 ans. C'est pas un nouveau phénomène. Quand j'ai commencé à travailler à CTV en 90, on avait déjà la fusion des réseaux de télévision, télémédias, radio mutuelle, la radio privée n'allait vraiment pas bien. L'arrivée d'Internet, des chaînes de nouvelles continues au milieu des années 90, ça a complètement changé la donne et remis en question la dominance des grandes agences de presse internationales et même des agences de presse nationales dans le cas du Canada. Et évidemment, dans les années 2000 et 2010, on a eu l'émergence des médias sociaux comme cinquième pouvoir, je dirais, et ça n'a pas fini de transformer le rôle et l'impact des médias. Donc, la crise des médias, elle est permanente, elle a été amplifiée par la COVID-19, c'est très, très clair. Il y a 135 médias canadiens, pour la plupart numériques maintenant aujourd'hui, qui ont fermé au pays depuis le début de la pandémie le 12 mars. Donc ça, c'est très, très important. On parle quand même de 2000 postes coupés au pays uniquement pour mars et avril et on n'a pas les chiffres pour mai, juin et juillet. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de cette crise-là. Il y a eu la fermeture du magazine culturel voir.ca en juin dernier. C'était un média culturel important, mais évidemment, c'est plus ce que c'était. On peut pas oublier la faillite de Groupe Capital Média l'an dernier, de même que la relance de ces 6 journaux, la moitié des quotidiens au Québec, sous forme de coopératives sans but lucratif un peu plus tôt cette année. Et il y a des modèles d'affaires qui fonctionnent bien, comme celui du Devoir basé sur les abonnements payants, la publicité et les dons. Donc, si on regarde du côté des États-Unis, selon une recension du New York Times, il y a 36 000 postes qui ont été perdus en journalisme depuis le début de la pandémie. Et encore là, on parle juste de mars et avril. Les causes, on les connaît. La baisse radicale des revenus publicitaires au profit des grandes compagnies de plateformes comme Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft qui se partagent désormais la tarte et payent peu ou pas d'impôts au Canada ni au Québec. Les médias, je pense, ont mal estimé la force du web mobile. 94% des jeunes lecteurs au Québec
prennent leurs informations sur leur téléphone ou dans des médias sociaux, selon le défunt Cefrio. Le marché des informations est également plus segmenté que jamais, avec des nouvelles de plus en plus spécialisées, que ce soit sur les sports électroniques, l'environnement, les finances, l'art de vivre. Cette surabondance d'informations-là, ce qu'elle a amené pour un grand nombre de citoyens, c'est une perte de sens. Alors, c'est quoi les solutions pour s'en sortir rendu à mi-chemin dans cette année 2020 qu'on n'oubliera jamais? Bien évidemment, il y a l'aide aux médias promise par le gouvernement fédéral à 600 millions sur 5 ans. Elle n'est toujours pas arrivée 2 ans après son annonce. Il y a un comité qui est en place. On attend des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais on est très déçus du fait que ça n'a pas débloqué pour le fédéral, même si c'est rétroactif au 1er janvier 2019. L'aide provinciale aux médias, elle fonctionne déjà. C'est 250 millions sur 5 ans. C'est un crédit d'impôt sur la masse salariale. C'est une aide qui demeure pertinente, évidemment, pour passer à travers peut-être les 5 prochaines années. Ensuite de ça, une autre solution, c'est la monétisation des contenus. Évidemment, il y a la publicité. Ça continue, mais c'est en forte baisse. Différentes publicités peut-être plus créatives. Approcher la pub d'une autre manière. Mais les médias d'ici n'ont pas d'autre choix que de mettre sur pied un mur payant sur leur site, selon moi, ce qu'on appelle un paywall. Des accords à la pièce pourraient être signés avec Apple News, Facebook, Google News pour un meilleur partage de revenus. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et pourquoi pas un panier bleu des médias québécois avec un abonnement à la clé, peut-être même des micro-paiements. Je pense qu'il faut pousser davantage aussi pour la philanthropie et les dons, évidemment. Diversification des produits, c'est très, très important, c'est même essentiel. Beaucoup plus de contenu, que ce soit des infolettes spécialisées, des balados, des vidéos, de la gestion d'événements, de conférences, du contenu de marque qui pourrait peut-être remplacer la pub traditionnelle. Évidemment, ça, c'est une solution importante selon moi. Le contenu à valeur ajoutée, je pense qu'il faut laisser les grosses nouvelles du jour aux agences de presse, comme l'agence QMI ou la presse canadienne ou l'AFP, pour focaliser sur les grands reportages, les reportages qui font une différence dans la vie des gens, des dossiers, des entrevues, des textes explicatifs avec du contexte, du background. Et ça va forcer les médias à valoriser le journalisme de données peut-être, le journalisme d'enquête, le journalisme de solution. Je pense que les citoyens veulent lire du beau plus que jamais en ces temps difficiles. La question des fausses nouvelles maintenant, c'est un gros enjeu, le manque de confiance envers les médias. Il faut donc combattre le cynisme ambiant avec plus de vérification de faits, avec l'aide de l'intelligence artificielle par exemple. Il faut faire la tournée des écoles et je crois primaire, secondaire, cégep pour faire de l'éducation civique aux médias, mais il faut surtout que nos médias reconnectent avec leur audience, avec les jeunes en particulier, en traitant de sujets plus variés. Un autre enjeu important, la diversité culturelle. Il y a un cruel manque de diversité dans les salles de rédaction du Québec. On n'a pas assez de journalistes issus des minorités ethniques, anglophones, des communautés autochtones. Ça va prendre un coup de barre à court et moyen terme de ce point de vue-là. Alors oui, les médias doivent se réinventer, c'est pas un terme creux. La situation n'est pas désespérée. Le trafic des sites d'information est en forte hausse depuis le début de la COVID-19, mais il est peu ou pas monétisé. Il faut donc aller là où est le lecteur aujourd'hui, sur son téléphone, 3,4 heures par jour en moyenne. Alors, je suis pas un devin en pensant qu'il y aura des fusions entre des médias cette année ou l'an prochain ou d'autres fermetures à venir dans ce secteur. J'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, demain, il faut adopter radicalement un meilleur usage des technologies comme l'automatisation de certains articles, pour être les résultats sportifs et financiers, et certaines traductions. Et enfin, c'est mon souhait le plus ardent, pensons à des alliances et des collaborations entre les médias d'ici, au Québec, dans les régions, dans le reste du Canada, que ce soit des partages de contenu ou d'autres partenariats publicitaires ou technologiques, on n'a rien à perdre et tout à gagner ensemble. Voilà, on est rendu à Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane nous propose une réflexion intitulée « Instagram, le nouveau e-tribunal ». J'ai longtemps hésité avant de décider de me prononcer sur les faits qui occupent présentement notre espace médiatique, sur cette vague de dénonciation ou plus exactement sur le moyen utilisé pour dénoncer. Tout a été dit.
Et bien dit, tout a été mesuré, sous-pesé, croisé, argumenté et autres qualificatifs. Cependant, l'aspect du déplacement de la justice vers une plateforme numérique a été, oui, souligné dans à peu près chaque article que nous avons pu tous lire, mais à chaque fois sous un angle de mise en opposition avec le manque de confiance envers notre justice et son processus, envers nos tribunaux et leur lenteur, ou encore avec la notion de diffamation, comme l'ont souligné plusieurs avocats dans les derniers jours. J'aimerais, en guise d'appui à mon propos, reprendre celui de Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, qui a écrit ceci sur Twitter le 12 juillet dernier. Chacun de nos tweets enrichit les pages d'un acte d'accusation où chaque mot pourra être et sera retenu contre nous. L'homme politique du futur sera un enfant dans les langes, un malin ayant pris soin de ne jamais rien dire, ou un imbécile n'ayant jamais rien pensé de précis. Il est certain que je vais détourner quelque peu le message que Olivier Babot voulait passer, du moins je pense, mais il était important pour moi de souligner que ce nouvel espace public que sont les réseaux sociaux, car oui, les réseaux sociaux ne sont plus simplement des moyens de communication, mais de réelles places publiques, des places publiques de celles où l'on allume les bûchers ardents si besoin est, peuvent être sous-estimés en matière d'impact ou de façon plus sournoise, sous-estimés en matière d'impact indirect de par leur portée. Si nul n'est censé ignorer la loi, chaque mot, chaque phrase et chaque idée est un crochet du gauche dans son intention, mais peut tout aussi bien être un boomerang en pleine face par la suite. Et je suis pas certain que tous et chacun mesurent cela correctement. J'ai plutôt l'impression que les réseaux sociaux sont encore vus comme bidirectionnels et non pas comme multidirectionnels. Il y a donc des dimensions à l'effet de multitude qui échappent à la plupart des citoyens faute d'une éducation relative à ces nouveaux outils. La facilité et l'instantanéité l'emportant bien souvent sur la réflexion et le jugement. Toujours est-il que l'utilisation de Instagram comme e-tribunal, tribunal électronique ou tribunal numérique, est quant à moi très symptomatique de la non-transformation numérique du système de justice, mais aussi d'une démocratie vacillante face à une numérisation sans cesse croissante de notre nation. Dans un billet précédent intitulé « De État-nation à nation numérique, une transformation nécessaire », j'écrivais la chose suivante en guise de conclusion. On le voit, il y a un rééquilibre des choses qui est en train de se produire, mais qui pourrait également conduire à un déséquilibre si non appréhendé correctement. Si la répartition était de donner à l'État les fonctions de législation et de contrôle, et aux plateformes la fonction de service, nous aurions là une façon efficiente de cohabiter, une approche au potentiel immense et qui aurait sans doute comme effet de prévenir un risque de déstabilisation de l'appareil gouvernemental par les plateformes États définitivement plus capitalistes que démocratiques. J'écris ça en juin 2019, il y a 1 an. Avec les agissements actuels, avec le déni flagrant de notre système de justice, nous sommes en train de donner raison à la notion de démocratie numérique. Nous sommes en train de mettre en exergue une nouvelle gouvernance aujourd'hui inexistante et autant complexe que nécessaire qui pourrait être la clé d'un modèle de société équitable et respectueuse, la clé d'une lutte à la tentation de céder à la logique du darwinisme social, dont les idées ont souvent comme conséquence sur le plan politique une volonté de réduire, voire de supprimer l'influence des institutions et des comportements faisant obstacle à l'expression de la lutte pour l'existence. Et ceci est un extrait tout droit venu de Wikipédia. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous fais découvrir un véritable petit village gaulois au sein de l'administration française où il fait bon créer. Oui, exactement. Puis ça m'enthousiasme beaucoup. Tu sens que ça prend dans les administrations, tant municipales que fédérales ou provinciales. Au fédéral, d'ailleurs, il y a une organisation comme ça dont on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, effectivement. Et ça crée cette espèce de forme d'indépendance qui
qui est un grand besoin, je trouve, dans les administrations gouvernementales en général. Puis là, on le voit avec le gros projet qui s'en vient au niveau de l'administration provinciale québécoise d'identité numérique. Puis on a tous un peu, nous qui sommes dans l'industrie, on frémit un peu à l'idée que ce soit des projets de grosses entreprises qui ressembleraient peut-être au système de paye canadien avec les dérives qui viennent avec, parce que gérés par des grandes entreprises qu'on ne nommera pas, mais qui, à un moment donné, créent des éléphants énormes. Et est-ce que a été la volonté du gouvernement français, puis ça existe depuis 2015, donc il y a une belle histoire derrière eux, beaucoup de projets, c'est de créer de l'intrapreneuriat à l'intérieur des paliers de gouvernement en invitant un fonctionnaire, qui peut être une administration locale, municipale ou d'un grand ministère, et de le prendre sous l'aile de cette organisation-là, qui compte quand même 300 employés, puis qui gère en ce moment 80 projets, pour créer littéralement un phénomène de start-up dans lequel il va y avoir des programmeurs, des UX, puis il va y avoir vraiment littéralement une petite équipe qui va démarrer le projet, qui, sous une de ses formes d'ailleurs, peut être rapatriée après dans le ministère comme tel pour donner cette air d'aller-là à ce projet-là après. Puis comme dans tous les projets UX, ben, ils essaient aussi de donner une continuité, parce que c'est bien beau de démarrer des choses de nos jours, si tu ne donnes pas aussi une amélioration continue dans le temps, ça a vécu un an, puis après ça, c'est plus pertinent, mais ça, c'est important aussi, là. Jean-François, pour nous faire découvrir cette unité spéciale du développement au gouvernement français, tu as rencontré qui? J'ai rencontré Amandine Audras, qui est UX UI Designer, en français dans le texte, For Meaningful Experience. C'est son titre. N'en dis pas plus, Jean-François. On va aller écouter l'entrevue. Merci pour cette rencontre-là. Je pense que ça va évoquer des rêves chez certains puis donner un peu d'espoir chez d'autres. Je l'espère. Merci pour l'entrevue. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci, Bruno. Bye. Betagouv, en fait, c'est un réseau d'incubateurs qui sont au sein de l'administration publique et qui partagent tous une même façon de travailler et des mêmes valeurs et qui vont essayer de résoudre des problèmes de politique publique grâce à des services numériques. Donc en gros, la façon dont on travaille, c'est que on va travailler avec un intrapreneur, qui est une personne qui vient de l'administration et qui a un problème, qui a découvert un problème soit dans son quotidien, soit avec les usagers avec lesquels elle travaille. Et nous, on va créer une petite équipe autour de cet intrapreneur, qui est une équipe qui est plutôt technique, avec des développeurs, un coach, des designers, voilà, une équipe de entre 5 et 10 personnes, ça dépend un petit peu, mais c'est plutôt petit. Et puis, on va investiguer le problème, le redéfinir correctement et très très vite aller prototyper une solution et voir si ça fonctionne auprès de nos premiers utilisateurs. OK. Intéressant. Et vous êtes combien dans ce groupe-là, à peu près? Alors aujourd'hui, ce collectif-là, il englobe environ 80 produits, donc 80 équipes, et on est à peu près 300 personnes. Ah, c'est quand même assez grand, hein? Ça a grandi. C'est une initiative qui a 5 ans maintenant, qui a été créée il y a 5 ans. Au départ, c'était vraiment un petit noyau de 5 ou 6 personnes dans un bureau qui, je crois, était peut-être même une cave à l'époque. Et puis ça a grandi, effectivement, et on est de plus en plus. Et est-ce que tu peux me parler un peu, parce que moi, c'est la partie, évidemment, étant un UX aussi comme toi, ce qui m'a épaté beaucoup dans ce que vous faites, c'est que vous vous êtes doté d'une charte qui est quand même assez précise, qui est pas compliquée, elle a 3 points, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, je sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est d'aller très très vite vers des solutions centrées utilisateurs et d'avoir toujours cette priorité-là. Donc, c'est pas simplement les designers qui apportent ça, c'est vraiment tout le monde qui partage ces valeurs-là. Donc, les développeurs, les intrapreneurs, tous les membres de l'équipe, en fait, vont avoir comme priorité l'utilisateur. Donc effectivement, on a 3 points dans la charte qui parlent de ça. Ce qui est important, c'est que pour nous, la résolution du problème, elle doit être en faveur du citoyen et pas que de l'administration. C'est pas rien comme base de départ. Puis l'autre que tu disais aussi il y a quelques secondes, c'est le fait que vous allez aller super rapidement vers un prototypage. Ce qui, dans les projets d'ordre gouvernementaux ou de grandes organisations, en général, on va travailler plusieurs mois sur quelque chose avant d'avoir, et même si des fois on le montre jamais, d'aller vers le client ou le citoyen ou l'utilisateur. Là, vous changez cette tendance-là, puis vous allez vers des tests rapides, là. En fait, vous testez, j'imagine, aussi à travers ça.
Absolument. Effectivement, c'est un peu un des travers de l'administration, c'est d'avoir des projets qui sont gros, qui ont des gros budgets et qui ont du coup une inertie, forcément. Et puis qui malheureusement prennent le risque d'être un peu dépassés au moment où ils sont terminés, parce que la situation a changé entre-temps. Donc nous, on est très agile, on est des petites équipes et on fonctionne sur des cycles assez courts. Et du coup, on va aller très très vite prototyper. Et du coup, si on se plante, on se plante assez rapidement et on arrête les frais en fait là. Et si on réussit, eh bien, on continue, on est refinancé aussi. Enfin, le produit est refinancé. Et donc, ouais, on a en tout cas constamment, on va tester les choses auprès des utilisateurs. Est-ce que vous le faites quand les gens viennent vous voir, quand tu parlais tout à l'heure d'intrapreneurs à l'intérieur du gouvernement, est-ce que les gens viennent vous voir quand ils ont, comme tu disais, ils ont une petite problématique, mais comme on le disait aussi, le mal un peu dans les grandes organisations, c'est qu'on commence des gros projets sans avoir fait cette phase-là. Est-ce que des fois, ils viennent vous voir de façon préemptive en disant, ben, on va le faire maintenant parce que dans 6 mois, on a ce gros projet-là est déjà dans les budgets, puis on a déjà plusieurs millions d'euros de financement qui sont prêts, mais on veut bien le planifier. Est-ce que ça se passe comme ça un peu aussi des fois? Ça se passe pas forcément comme ça. En fait, il y a deux façons dont les projets rentrent, enfin deux façons les plus courantes par lesquelles les projets rentrent. C'est soit qu'un agent donc a identifié un problème, il veut s'investir et il a le soutien de son administration, donc il va vraiment être porteur de projet et devenir intrapreneur. Donc son administration va détacher du temps de sa mission principale pour qu'il puisse mener à bien ce projet avec nous. Donc ça, c'est un des cas. Et puis, il y a un autre cas qui est à une plus haute échelle, qui est plutôt peut-être qu'il y a eu une promesse politique. Enfin, en tout cas, il y a eu un engagement politique. Et au lieu de faire un projet dans la voie classique, quelqu'un va s'essayer à faire ce projet avec nous. Donc, c'est quelqu'un, a priori, qui nous connaît déjà ou qui est déjà pas convaincu, mais en tout cas qui est intéressé par la démarche qu'on a. Et on va résoudre ce problème, effectivement. On ne peut pas être convaincu parce que, quelque part là-dedans, dans un raisonnement purement objectif, quelque part, vous pouvez l'amener complètement sur une autre piste là, à force de travailler sur le projet. Tout à fait. Ce qui est un peu l'enjeu au départ, en fait, c'est de bien expliquer, enfin que tout le monde soit très au clair avec le fait que on part d'un problème et effectivement on va l'investiguer et peut-être qu'on va aller ailleurs. Alors ça, c'est un peu classique dans une démarche du UX. Il y a un brief de départ et puis un design challenge qui est peut-être un peu différent. Là, effectivement, il faut que l'administration qui est porteuse et qui va être sponsor en fait de cette initiative accepte de nous faire confiance, enfin de faire confiance à l'équipe, de lui laisser toute autonomie et peut-être d'aller plus loin que ce qu'elle voulait aller ou un petit peu sur le côté. Donc ouais, ça c'est vraiment un enjeu de confiance au départ en fait. Et c'est pas rien comme point, c'est carrément le 3e point de votre manifeste, c'est le mode de gestion de l'équipe repose sur la confiance, l'autonomie la plus large possible, c'est écrit en gras dans le texte. J'aime beaucoup ça parce que c'est souvent le problème qu'on est pris avec une demande initiale, soit d'un élu, soit d'un CEO, d'un patron qui assume beaucoup de choses. Et là, vous dites, non, attendez, faites-nous confiance. C'est possible qu'on remonte en amont de la problématique, qu'on consulte suffisamment les gens, qui fait que le scope peut complètement changer, toujours en gardant la même essence, la même idée du produit, du projet, mais on le remet en question. Là. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas forcément dans la culture de l'administration, ou en tout cas qui ne l'a pas été pendant pas mal de temps. Donc il faut accepter ça. Et effectivement, un point qui est vraiment primordial pour nous et qui est la base de notre travail, c'est la base sans laquelle on ne peut pas travailler et sans laquelle on ne fera pas le projet, c'est la promesse d'une autonomie de l'équipe. Donc il n'y a pas de droit de regard, enfin en tout cas ce qu'on négocie au début, c'est qu'il n'y aura pas des rapports toutes les semaines de qu'est-ce qu'ils ont fait, de validation du chef tous les 15 jours, ça n'existe pas. Faut vraiment faire confiance à l'équipe, se laisser surprendre par l'équipe. Et la plupart du temps, à vrai dire, ça se passe bien. Et cette confiance, même s'il y a peut-être des appréhensions au début, au fur et à mesure que l'équipe avance et qu'on a des résultats, qu'on a un impact qui est très tangible et qu'on peut vraiment objectiver, qu'on peut montrer, on peut dire, bah voilà, ce à quoi
on est arrivé, ça se passe effectivement généralement bien et les gens sont plutôt convaincus au fur et à mesure que le projet avance. Et ça c'est intéressant parce que on le voit que ça fonctionne. En plus, 5 ans plus tard, la confiance est là et non seulement elle perdure, mais vous avez grandi dans l'ampleur de l'équipe. C'est quand même impressionnant. J'invite tout le monde qui écoute à aller sur votre site aussi beta.gouv.fr. Puis il y a la liste des produits, la liste des projets sur lesquels vous avez participé. C'est quand même, c'est assez costaud, là. Oui, la plupart des projets effectivement se passent bien. Après, on a encore des enjeux à résoudre puisqu'on est encore en croissance, en amélioration. Par exemple, un de nos enjeux vraiment, c'est comment à la fin de la vie de ce projet. Donc nous, on est un incubateur, on accompagne environ 12 mois un projet, si tout va bien. Enfin, après, il y a des petites différences, mais si tout se passe bien et que le projet continue, au bout de 12 mois, l'enjeu, c'est qu'ils reviennent dans l'administration et que la culture d'amélioration continue revienne avec le projet, en fait. Donc ça, c'est un enjeu sur lequel on est encore en train de travailler et qui participera encore, j'espère, à notre croissance. Oui, parce qu'il peut y avoir une dénaturation du projet. Une fois retourné dans le ministère ou le gouvernement local ou autre, ils sont partis de l'idée originale qui était bonne, mais comme tu dis, un produit, ça peut évoluer, mais ça peut aussi évoluer dans une mauvaise direction. Donc, vous êtes en train de les habituer à revenir vous voir après pour faire des suivis? Alors, il y a différents scénarios. Donc, il y a des scénarios qui sont... Le pire scénario, c'est que le produit rentre en maintenance et qu'il soit plus du tout... qu'il y ait plus d'évolution, en fait. Et là, on sait que il va pas pouvoir répondre à des besoins très longtemps, puisque forcément la situation va évoluer autour de ce projet. Donc l'autre situation, c'est que l'équipe produit en fait soit réintégrée dans l'administration avec le produit. Et puis il y a une autre solution qui est que en fait une équipe se recrée au sein de l'administration, mais qui garde ces notions d'agilité et d'amélioration continue. Ok, donc ce qui existe au niveau de BetaGouv, l'équipe de projet au complet pourrait être transférée dans l'administration qui a créé le besoin en amont? Ça peut arriver, ça arrive, alors pas précisément dans cette forme-là administrativement, mais par exemple ça peut créer une nouvelle entité qui peut être un groupement d'intérêt général. Donc c'est comme une petite entreprise mais publique et qui va continuer à faire vivre le projet. C'est par exemple le cas de Pix, qui est une grosse start-up sur le sujet de l'éducation qu'on peut voir sur le site. Mais ça c'est une solution possible à la fin de projet. Dieu sait que l'éducation en a pris pour son rhume dans les derniers mois avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Les gens se sont retrouvés un peu confinés et obligés à faire des formations en ligne. J'imagine que ça a été un peu le même cas en France. Puis les solutions ont dû émerger aussi. Effectivement, c'était une période assez féconde, on peut dire, en termes de travail, le confinement pour nous. On a été pas mal sollicités, oui, et puis c'est plein d'enjeux qui restent encore à résoudre. Et toi qui es une UX, donc dans ce groupe-là, tu travailles sur quel projet en ce moment? Alors en fait, moi j'ai un statut un peu particulier qui est que je fais partie d'une équipe transverse. Donc on a une initiative comme ça. En fait, on s'est dit que la culture technique au sein de l'incubateur était très très présente. Il y a beaucoup de développeurs. On va très vite vers des solutions techniques et qui manquait peut-être parfois un peu de designers. Donc une des façons qu'on a trouvé pour pallier à ce problème, c'est de créer une équipe de designers qui font pas partie d'un projet mais qui accompagnent toute la communauté et qui sont là en fait pour venir aider les équipes qui auraient pas forcément les moyens de recruter un designer à plein temps ou qui auraient pas forcément l'envie de le faire dans un premier temps. On va en fait montrer comment on travaille avec eux et puis leur donner envie de faire plus de design. Donc voilà, c'est l'équipe dans laquelle je suis. Et notre enjeu, c'est vraiment de faire monter en compétence toutes les équipes sur les sujets de design. Ah oui, c'est intéressant. Et est-ce que ça amène donc des réflexions sur la création d'un design système qui serait la material design, qui serait applicable à tous les paliers de gouvernement, ou une question de simplifier et d'uniformiser tout ce qui est fait par toutes les équipes? Alors nous, on est un peu entre le gouvernement très officiel qui lui est en train de préparer un design system qui devrait être prêt l'année prochaine, et puis une logique d'autonomie, c'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'imposer à toutes les équipes d'utiliser un design system. Donc on a un petit un template, un framework CSS très minimal qui est utilisé par les équipes et qui leur laisse la liberté de choisir par-dessus la techno qu'elles veulent, enfin tout ce qu'elles veulent. Pour l'instant, il n'y a pas de pattern commun, mais effectivement, l'État prépare un design system pour l'année prochaine, et dans ce cas-là, évidemment, on utilisera ce design system. Amandine Audras, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a eu du plaisir à la faire. Merci à nos invités, merci à mes fidèles collaborateurs, Jean-François Poulain, Patrick White, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple, vous les invitez à passer sur la plateforme de distribution de balado de leur choix et de chercher Mon Carnet. Vous allez voir, ils vont trouver facilement. Sinon, vous pouvez les inviter à passer sur le blog moncarnet.com. Et vous, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet ou en utilisant l'adresse podcast moncarnet, en un mot, @gmail.com ou encore, évidemment, par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, portez-vous bien. Une production GoulielMinetti.com